Ne pas croire les apparences, ne pas se tromper dans des considérations trompeuses. Le fascisme s'accommode de l'écologie comme du reste. Il sait l'avaler pour mieux le greenwasher. Antoine Dubiot, qui est ici, auteur de Écofascisme, qui est là. L'écologie, elle n'est pas intrinsèquement de gauche, mais elle est historiquement de gauche. On veut théoriser l'écofascisme, il faut considérer que l'écofascisme est une réponse de la bourgeoisie à la crise écologique. Poussé par la communauté d'Opost. Vient nous dire pourquoi le discours environnemental doit être clarifié pour échapper aux différentes formes de fascisation de l'écologie et d'écologisation du fascisme. On est plutôt sur ce qu'on appellerait du fascisme fossile, donc une défense du mode de vie occidental à la fois par l'industrie fossile et puis par les forces fascistes qui en fait ont une convergence d'intérêts pour défendre un certain système économique dépendant du pétrole, du gaz, des énergies carbonées de manière générale. En gros, ils ont une conception de l'effondrement comme guerre civile, comme lutte armée de tous contre tous, où il faut protéger les siens, etc. Il y a une dimension très identitaire. Amis, amis du café, amis de la police. Bonjour. Bonjour. Antoine. Est-ce bien nécessaire d'avoir une bibliothèque derrière soi ? Est-ce que c'est vraiment la marque de fabrique des chercheurs en sciences sociales ? Alors non, pas du tout. J'y ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je mets vraiment ma bibliothèque derrière ? Ouais. Et en fait, les autres coins de l'appart ne sont pas praticables. Donc, on va dire que c'était le choix par défaut et malheureusement, en donnant dans le cliché, mais voilà. C'est une étagère Ikea ? Billy ? Ouais, c'est des Billy qui... Oh fuck, au revoir. Ah non, ça on peut pas. Ça, je suis désolé, ça on peut pas. En plus, j'ai rajouté, vous savez, au-dessus on peut rajouter un étage, j'ai rajouté un étage. Je suis vraiment dans ce genre-là. Il y a un truc génial dans la vie, c'est quand tu te dis, je peux me passer d'Ikea. J'arrête Ikea. Ouais. Ça c'est, tu verras, ça vient avec l'âge. Ça vient avec l'âge. Pour l'instant, c'est pratique. Hein. Il va falloir commencer tout de suite par définir les écofascismes, puisqu'ils sont au pluriel dans le bouquin. Oui. Alors déjà, il faut commencer par définir le fascisme, si on veut définir l'écofascisme, ce qui est déjà quand même un petit peu compliqué, parce que moi, je me suis pas trop présenté, mais moi, je suis pas historien, je suis pas... Tu m'as présenté comme chercheur en sciences sociales, mais disons que moi, ce livre, il est fait en dehors de tout ça. Moi, je sortais de mon master de sociologie et du coup, il se trouve qu'avec un éditeur, on est entré en contact et on a fait ce projet. Donc, déjà, définir le fascisme, c'était un gros morceau pour moi. J'ai repris quelque chose que le sociologue Hugo Paletta a proposé, c'est d'appréhender le fascisme à partir de 3 dimensions. La première dimension, c'est le fascisme comme une idéologie. La deuxième dimension, c'est le fascisme comme un mouvement. Et la troisième dimension, c'est le fascisme comme un régime politique. C'est ça. Si on prend le fascisme comme une idéologie, c'est donc l'ensemble des textes, donc c'est la doctrine fasciste de manière générale. Et donc là, si on essaye de caractériser plus concrètement ce que ça peut recouvrir, c'est globalement un projet de régénération du peuple, purification, etc. Enfin, tous ces mots d'ordre. Aujourd'hui, ça pourrait être de préservation de l'identité. Si on va sur un Zemmour, par exemple, il va plutôt parler comme ça de protéger l'identité nationale, etc. D'un point de vue idéologique, ça serait à peu près ça le projet. Ensuite, le fascisme comme mouvement, c'est l'ensemble des organisations politiques plus ou moins importantes, qu'elles soient électoralistes ou qu'elles soient plutôt plus marginales, etc., qui participent à défendre en fait cette idéologie fasciste et qui visent l'instauration d'un pouvoir autoritaire, raciste, etc., à l'échelle nationale. Un élément important du mouvement fasciste, c'est qu'il a un soutien important de la bourgeoisie. On le voit avec la grande bourgeoisie type Éric Zemmour soutenu par Bolloré, mais on le voit aussi à une échelle plus réduite avec tout un tas de petits patrons, etc., qui peuvent défendre l'Assemblée nationale ou Éric Zemmour. Ah oui, en fait, c'est historique ce soutien de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie au fascisme.
On a même vu ces derniers temps des gens du patronat dire que le RN se tenait bien à l'Assemblée, et que autant on détestait le FN, mais le RN ça va quoi. Donc ça c'était la deuxième dimension, le fascisme comme mouvement. Oui. Ça rejoint un peu ce que des fois on appelle post-fascisme. Je sais pas si c'est un terme qu'on a beaucoup vu avec l'élection de Meloni en Italie. C'est donc la galaxie des organisations qui gravitent plus ou moins dans l'héritage fasciste. Enfin, il y a un peu des éléments comme ça de brouillage. On a du mal des fois à repérer ce qui hérite vraiment du fascisme, etc. Mais c'est donc cette galaxie d'organisations. Puis le dernier élément, c'est le fascisme comme régime. On revient plutôt sur les définitions très historiques du fascisme et donc les expériences fascistes passées. Voilà, on peut citer l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, même. Alors après, il y a toujours des débats, l'Espagne franquiste, etc. Et donc moi, j'ai travaillé sur un renouvellement en particulier de l'idéologie fasciste. Et je dis bien que moi j'ai surtout travaillé sur l'idéologie plus que sur le mouvement fasciste, qui est donc la manière dont elle s'est appropriée la question écologique. Un processus que j'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, l'écologisation du fascisme. Le bouquin, donc je disais, il s'appuie sur deux piliers, l'un qui est la fascisation de l'écologie et l'autre qui est l'écologisation du fascisme. Je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté dans ton bouquin parce que très souvent tu dis bon, je dis ça, mais je suis pas tout à fait sûr. C'est-à-dire, c'est en train, tout ça est en germe en réalité. Ce que tu racontes, et c'est pour ça que c'est absolument passionnant parce que c'est sous nos radars finalement. Tu regardes, tu examines les courants de pensée, mais d'abord tu parles de notre arrogance. Considérer que l'écologie se situe naturellement et unilatéralement du côté des mouvements socialistes ou même de la gauche s'apparente à une forme paresseuse d'arrogance. Oui, ça fait un moment que moi, je disais, je fais cette veille sur la question de l'écologie à l'extrême droite de manière générale, et que souvent on me disait, mais en fait c'est un non-problème parce que l'écologie est naturellement ancrée à gauche. L'écologie est intrinsèquement de gauche. Il pourrait y avoir d'écologie que de gauche. Oui. Et moi, je préférerais ça en fait, ça m'arrangerait. Politiquement, parce que moi c'est mon camp politique et, en fait je pense que c'est fermer les yeux sur des phénomènes qui sont certes assez marginaux pour le moment, qui se passent dans les marges de l'extrême droite et dans les marges du mouvement écologiste, et je pense qu'il faut être capable en fait de les voir en fait. Et ça j'ai du mal moi à démontrer ça autrement, à expliquer ça autrement que dire en fait il faut ouvrir un petit peu les yeux là-dessus. Ce que tu veux dire, mais ce que ne dit pas exactement le livre, c'est vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Vous, la gauche, comme la fameuse phrase. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Attention les copains, on va se faire doubler sur notre droite en fait. C'est le sens du livre, il est là, je crois, non ? En général, la formule que j'utilise, je crois que je l'utilise pas dans le livre, je l'ai trouvé depuis, c'est de dire que l'écologie, elle n'est pas intrinsèquement de gauche, mais elle est historiquement de gauche. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres appropriations. Il se trouve qu'en France, l'écologie est très marquée à gauche, mais dans d'autres pays, c'est un petit peu moins le cas. Par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus brouillé. D'un point de vue organisation, implantation, d'un point de vue aussi activiste, isolé, on pourra revenir dessus sur la question des terroristes écofascistes, etc. Alors qu'en France, par contre, on a beaucoup d'idéologues que moi je désigne comme écofasciste. Tu dis que tu as trouvé cette formule après, mais ça c'est le fait de faire des débats, des interviews, etc. Exactement. Après on trouve la bonne formule, mais en réalité je trouve qu'on comprend tout à fait ça, parce que tu expliques justement de mémoire au tout début du bouquin que en fait l'écologie, effectivement l'environnement au départ, quand ça devient un enjeu politique, c'est la gauche qui s'en empare, c'est dès les années 50, 60 et l'après 68, et que justement c'est ça qui avait fait, selon toi, que l'extrême droite s'était méfiée de l'écologie avant de faire, pour certains d'entre eux, un virage écofasciste. Mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que tu parles de l'aspect libertaire des premières luttes environnementales, qui fait que finalement l'extrême droite se détourne son regard. Il y a deux manières de voir la chose. Il y a la manière de voir la chose aujourd'hui où en est l'extrême droite. Pour l'instant, globalement, l'extrême droite, si on prend les grandes organisations, si on prend l'extrême droite vraiment la plus visible, elle est hostile à l'écologie globalement, même s'il y a des petites tentatives du côté du RN. Mais si on prend à l'échelle internationale, Trump, Bolsonaro, Orban, on est plutôt sur ce qu'on appellerait du fascisme fossile, donc une défense du mode de vie occidental à la fois par l'industrie fossile
et puis par les forces fascistes qui en fait ont une convergence d'intérêts pour défendre un certain système économique dépendant du pétrole, du gaz, des énergies carbonées de manière générale. Si on revient sur la question que tu posais au début, dans les années 70, comment l'écologie était appréhendée, en fait, comme l'écologie a été appropriée par la gauche, l'extrême droite a eu une réaction de rejet au début. C'est ça. La nouvelle droite, alors allons-y puisque tu veux en parler. Je note dans ton livre, ce que tu nous expliques, c'est que elle a longtemps été pro-nucléaire. Elle fait son tournant, son virage écologiste. Enfin, quand on dit écologiste, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à ces questions-là, qu'elle prend ces questions-là à bras-le-corps au tournant des années 80. Et là apparaît un type qui apparaît toujours quand on parle de la nouvelle droite, qui est toujours vivant, qui s'appelle Alain de Benoît. C'est un philosophe qui, en gros, était une petite frappe quand il était jeune, qui est dans des organisations d'extrême droite étudiantes, et puis qui ensuite s'est lancé dans un travail de refondation idéologique de la doctrine fasciste. C'est quelqu'un qui a aussi écrit beaucoup de livres. Je crois qu'il est un peu plus d'une centaine de livres, si je ne me trompe pas. Oui, c'est quelqu'un de très, très productif et surtout qui va mener de front deux choses, à mon sens, ou qu'il mène. Il joue les entremetteurs à l'extrême droite, tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'il est capable de réunir autour de lui des gens qui sont très différents, y compris dans cette mouvance-là, qui peuvent même être antagonistes par certains points. Et de l'autre côté, il va justement ouvrir sur la gauche et en gros, la nouvelle droite va revendiquer dans les années 80 et approfondir ça, l'idée de bousculer la division entre la droite et la gauche. Et là, évidemment, et c'est tout le sel de ton bouquin, là je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, c'est qu'en fait, l'écologie est une porte d'entrée au confusionnisme, une porte d'entrée quasi idéale, parce qu'évidemment l'écologie c'est un combat pur, quoi. Et ce qu'on comprend en te lisant, c'est que le confusionnisme qui règne et qui est catastrophique, il est aussi là. C'est un peu comme ça que je le conçois. Tu as utilisé le terme de porte d'entrée. Je ne sais plus si j'utilise ça dans le livre, mais en fait, non. Je le vois un peu de cette manière-là, comme un seuil, en fait. Comme il y a un certain nombre de mots d'ordre écologistes qui peuvent paraître assez confus, etc. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont se situer au seuil de cette porte, qui ne vont pas forcément la franchir. L'idée, c'est pas de dire parce qu'on est dans une confusion idéologique sur l'écologie, on va aboutir à l'écofascisme. Le terme de fascisation de l'écologie, il peut un peu contribuer à donner l'impression que parce qu'on n'est pas très clair sur sa conception de l'écologie, on va mécaniquement, on va aboutir à une conception fasciste de l'écologie. Je ne pense pas que ce soit le cas, même si c'est un risque. Et justement, je pense qu'il faut vraiment le voir comme le seuil d'une porte, mais que quelques personnes seulement vont franchir de manière assez marginale, dans des contextes très particuliers. La fascisation de l'écologie est un processus complexe à identifier concrètement. Les discours incriminés le sont avant tout par leur ambivalence qui permet à des acteurs politiques réactionnaires de s'en saisir. Tout ce qui est les approches de l'écologie en termes purement démographiques, c'est donc de considérer que le problème écologique est principalement dû à une question de surpopulation. Ça, il y a plein de travaux qui traitent de ça et qui montrent que en fait, c'est un point de vue qui s'ancre souvent dans une conception raciste de la démographie, etc. Dans les autres biais qui peuvent... il y a ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Globalement, en fait, ce qui est intéressant avec la question de l'anthropocentrisme, c'est de dire qu'on a globalement alors des idéologies, mais aussi des pratiques au sein de la société, des pratiques d'organisation économique, organisation sociale, etc., qui sont centrées sur l'humain et donc pas sur les autres êtres vivants qui peuvent exister. Et donc, en fait, finalement, on exploite ces autres êtres, leurs propriétés, ce qu'ils produisent, etc. Et donc ça, c'est, je dirais, un biais qui peut déboucher sur plein de problèmes différents. Par exemple, il y a ceux qui vont dire que l'anthropocentrisme, c'est un problème, et du coup, il faut réinscrire l'humain dans la nature. Donc le remettre à sa place, quoi, et pas considérer que l'humain serait au-dessus du reste de la nature. Et ça, c'est un argument un petit peu basique, en fait. Ça veut pas dire grand-chose, parce que ça veut dire quoi, la nature, en fait? Ça peut être plein de choses différentes. Il y a des gens qui vont parler de loi de la nature, et donc qui vont dire que, en fait, finalement, un humain, par rapport aux lois de la nature, il ne peut pas faire grand-chose. Et là, on peut arriver sur plein de choses, plein de conceptions très réactionnaires. Au contraire, on peut parler de revivre dans la nature, ça veut dire aller revivre, je sais pas, abandonner des formes type l'agriculture, type la vie urbaine, etc., revenir à des formes de vie
plus sauvage, entre guillemets. Ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Et il y a certaines de ces formes qui, à mon avis, peuvent faire l'objet d'appropriation réactionnaire. Autre théorie écologique qui peut être récupérée, détournée, confrontée par les fachos, c'est l'effondrisme. Les théories de l'effondrement, c'est quelque chose qui est assez courant en fait dans les mouvements écologistes dans le monde. En France, c'était un peu moins présent jusqu'à 2015. Et en 2015, il y a un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui lance ce mouvement de la collapsologie, qui est un terme pour le coup purement français, la collapsologie. Et donc eux, ils disent que la civilisation qu'ils appellent thermo-industrielle, donc peut s'effondrer pour plein de raisons, et le fait que notamment en fait elle peut plus tenir en termes de ressources disponibles, puis qu'elle pollue trop, etc. Et donc en fait, il y a un ensemble de causes qui font qu'en fait, si une partie du système s'effondre, tout le reste va s'effondrer. Parler d'effondrement de la civilisation, en fait, pour toute une partie du public, ça a une dimension beaucoup plus culturelle en fait, et beaucoup plus identitaire. Parler d'effondrement de la civilisation, en fait, ça veut dire d'effondrement de la civilisation européenne, si on dit ça comme ça, qui le vocabulaire que peut utiliser l'extrême droite de manière assez générale, en fait, le choc des civilisations, etc. Donc en fait, je pense qu'il peut y avoir une interprétation réactionnaire de ces questions d'effondrement. En gros, ils ont une conception de l'effondrement comme guerre civile, comme lutte armée de tous contre tous, où il faut protéger les siens, etc. Il y a une dimension très identitaire là-dedans. Un autre point dans le livre par rapport à la fascisation de l'écologie, c'est ce que tu appelles l'expertocratie ou l'écologie autoritaire. Ce sont des discours qui défendent une forme de dictature verte, pardon. J'allais faire un lapsus important. Dictature verte, il peut y avoir deux types d'arguments. Premier type d'argument, la démocratie est trop rapide. Trop rapide, ça veut dire que, en gros, les élus sont préoccupés par leur réélection et qu'en fait, ils ne peuvent pas prendre en charge des questions long terme comme le sont les questions d'écologie. Ensuite, il y a l'autre argument qui peut paraître contradictoire et pourtant les deux sont souvent avancés ensemble, c'est que la démocratie serait trop lente. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'urgence écologique et donc il faudrait prendre des mesures rapides et qu'en fait, le jeu parlementaire ne serait pas assez rapide pour prendre en charge des questions aussi urgentes que ça. Donc en général, c'est deux arguments qui arrivent ensemble et qui condamnent la démocratie de manière générale. À mon avis, en fait, c'est des arguments qui condamnent la démocratie parlementaire représentative telle que on la connaît aujourd'hui en France et dans un certain nombre d'autres pays. Et en fait, finalement, on l'appelle représentative, mais elle ne représente pas les intérêts de la population. Elle est plutôt délégataire, c'est-à-dire on élit des gens et puis pendant 5 ans, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils n'ont pas de compte à rendre. Je dirais que c'est pas quelque chose qui est très défendu, pas quelque chose de très théorisé, mais c'est quelque chose de toujours un peu latent et qui est une critique courante en fait du mouvement écologiste. Depuis le début, en fait, on leur dit que ils sont autoritaires, voire qu'ils sont écofascistes. Le terme a été utilisé face aux écolos voilà, souvent. Ça. Page 66, ouais, c'est bien ça. 66-67. L'extrême droite écologiste prône plutôt le retour à une civilisation occidentale pré-chrétienne comme seul cadre propice à la décroissance. Dans tous les cas, l'argument est entendu. Abandonner complètement la modernité serait nécessaire et non négociable. C'est-à-dire comment, à partir d'une idée de gauche, la décroissance, certains arrivent en fait à nous dire c'était mieux avant. La décroissance, si on fait l'histoire de cette idée, alors le terme apparaît en 72, mais il commence à être vraiment utilisé en tant que mouvement dans les années 90. C'est ça, pas avant. Oui, absolument. Ouais. Avant, on parlait plus de la croissance ou de sortie de la société de croissance, par exemple, mais pas de décroissance. Ce qui est important, à mon avis, c'est de voir que ça émerge au sein du mouvement écologiste et dans une frange particulièrement libertaire, socialiste et libertaire. Et donc il y a quelqu'un qui s'appelle André Gorz par exemple qui porte beaucoup qui fait partie des gens qui ont aidé à théoriser cette question de la décroissance, et donc il y a une dimension autogestionnaire assez forte au début, donc il y a un projet politique, la décroissance c'est vraiment un projet politique, et puis petit à petit ça devient surtout un mot d'ordre économique. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il faut arrêter de produire pour produire et donc de chercher la croissance du PIB. Et en fait, à partir du moment où il y a ce discours-là qui se fait, qui est un discours, je pense, qui au départ est plutôt stratégique, qui est plutôt à des fins de communication. C'est-à-dire que pour faire entendre le mot d'ordre de la décroissance, il faut dire, on va baisser le PIB. Et je pense que petit à petit, ça devient un mot d'ordre surtout économique, et la dimension politique, autogestionnaire, socialiste très forte, en fait, elle s'efface petit à petit. Et à partir du moment où elle s'efface, elle peut être appropriée de plein de manières différentes, en fait. Ce mot d'ordre économique de baisse du PIB,
il est interprété de plein de manières. Et notamment, il est approprié par une partie de l'extrême droite, et donc la partie dont on parle depuis le début, toujours cette nouvelle droite, qui en propose sa propre conception, une conception qui est également anticapitaliste, etc. C'est aussi important de voir qu'il y a cet anticapitalisme d'extrême droite qui existe aussi. À mon avis, il faudrait revenir à une conception, la conception historique de la décroissance et revenir à cette conception politique très claire. Pour moi, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau global, c'est-à-dire la décroissance comme changement de trajectoire des pressions humaine sur l'environnement. Pression humaine, ça peut être soit les pollutions, ça veut dire le changement, les émissions de CO2, ça peut être aussi les pressions sur les ressources. Donc ça, il faut le réduire. Mais le fait de dire qu'il faut le réduire, en fait, je pense que c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est aussi de savoir comment on le réduit, en fait. Est-ce qu'on le réduit par des mesures autoritaires, justement ? Et donc, on aura un gouvernement qui décide, maintenant, ça va être tel quota carbone pour tout le monde, tel quota alimentaire, tel, etc. Ou est-ce que on peut avoir une conception, une approche démocratique de cette réduction et de considérer qu'en fait, c'est par des formes directes de démocratie et donc que collectivement on se réunit sur quels besoins on a à une échelle relativement locale, à l'échelle d'une usine, si on se réunit, qu'on décide ce qu'on produit, en fait, pour qui on produit, à quelle fin, etc. Est-ce que c'est vraiment des choses nécessaires aussi ? Je pense que c'est quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant et qui serait très proche de cette conception socialiste de la décroissance qui prévalait au début du mouvement écologiste, quoi. Alors, ça nous permet, la décroissance, de faire le lien avec le deuxième pilier du bouquin. Donc, après les fascisations de l'écologie, tu abordes l'écologisation du fascisme. Le terme d'écologisation, en général, on l'utilise de manière globale pour dire que quelque chose devient plus écolo. Pour le dire de manière assez basique. Moi, je l'ai utilisé pour l'extrême droite pour montrer qu'il y avait vraiment un processus, au sens où, au début, il y a vraiment une hostilité, et puis que petit à petit, pour différentes raisons, c'est ça. L'écologie devient une question qui semble intéressante pour l'extrême droite à s'approprier et en proposer sa propre conception de l'écologie. Selon toi, si j'ai bien compris en lisant ton livre, l'extrême droite, elle vient vraiment à reculons, c'est-à-dire que c'est pas du tout dans ses préoccupations, mais elle voit bien que ça devient un enjeu année après année et qu'elle est obligée finalement de se positionner. Mais elle n'y vient pas, je dirais, c'est pas dans ses gènes au départ. Effectivement, au départ, il y a une hostilité. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le rejet en premier. Et puis après, il y a des gens qui se rendent compte qu'en fait, c'est peut-être l'écologie, une certaine conception de l'écologie peut permettre d'agréger différentes préoccupations d'extrême droite. Ça peut être le rejet de l'immigration, on l'a vu avec toutes les questions sur la surpopulation tout à l'heure. Ça peut être aussi la préservation d'une identité locale, d'un équilibre harmonieux à l'échelle locale. Globalement, c'est ça en fait. Ils se rendent compte qu'il y a différents thèmes. Le dernier thème important, c'est toute une dimension un peu mystique, spirituelle, qu'on retrouve au sein de la nouvelle droite, et notamment au sein d'un courant, donc j'ai cité un petit peu tout à l'heure, qui est néo-païen, et qui a une conception du rapport en fait entre le sol et les humains, qui est très spirituelle. En fait, considère que tous les humains sont issus d'un sol en particulier, donc les blancs seraient issus du sol européen et qu'ils y seraient liés par un lien naturel, spirituel, très important. Donc il y a tout un tas de mythes qui sont liés à ce néopaganisme, et il y a notamment tout un tas de mythes sur l'origine géographique supposée différente de la race blanche par rapport aux autres races, notamment un mythe qui s'appelle le nordicisme, et donc ce serait le fait que la race blanche serait issue du pôle Nord en fait. C'est ce que tu appelles, page 99, l'écologie comme synthèse politique des mythes et mysticisme réactionnaire. En gros, ils veulent revenir à une forme d'organisation sociale très communautaire, très hiérarchique, donc avec un chef, etc. Parfois, il y en a qui la désignent même comme tribal, etc. Avec justement un certain nombre de thèmes ésotériques qui justifient une certaine organisation de la société. Pour poursuivre ce que tu viens de dire, tu écris « Les populations halogènes sont assimilées à une mise en danger des cultures européennes, mais aussi à la dégradation de leur base naturelle. S'opposer à toute forme d'immigration extra-européenne serait de fait une priorité identitaire et écologique. Les deux registres apparaissent désormais comme confondus. » Pour eux, il y a un équilibre jugé écologique entre une communauté humaine
et l'environnement local dans lequel elle s'inscrit en fait. Et que l'écologie, ce serait préserver cet équilibre qui est à la fois spirituel, écologique, biologique, culturel, etc. Ce qui est important de voir, c'est que culture, identité, civilisation, tout ça, c'est des termes qui sont utilisés de manière assez proche par l'extrême droite, et race en fait, pour eux en fait tout ça c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que parler de culture européenne c'est comme parler de race blanche en fait. Il y a, il me semble, une tension dans ces courants fachos autour de l'écologie. Il y a ceux qui défendent plutôt un concept d'enracinement, si j'ai bien compris c'est ce que tu viens de dire, ouais. Et d'autres un concept de limite. D'abord il émerge chez les scientifiques du système Terre, et donc qui considèrent qu'il y a des limites planétaires. Alors le terme en anglais c'est boundaries, ça a été traduit beaucoup par limite. C'est frontière. C'est plutôt frontière, mais oui. C'est pas frontière exactement dans le sens où on peut l'entendre en français. En fait, il y a plusieurs conceptions de la limite en français. Et donc cette revue-là l'utilise dans un sens très moral en fait, qu'il y a des limites jugées naturelles à l'organisation sociale, etc. Et que si on dépasse ces limites, on est dans une forme de décadence, etc. Et donc dépasser les limites naturelles, que ce soit à l'échelle planétaire ou à l'échelle familiale ou à l'échelle locale, etc., ce serait un facteur de dérèglement de la crise écologique. En fait, c'est un peu comme ça leur conception. C'est pour ça que moi, par exemple, j'utilise plutôt le terme de seuil, seuil écologique. Cette conception de la limite comme une borne morale, voilà, c'est ça qui caractérise une partie de l'extrême droite écologiste. J'utilise pas le terme écofasciste là pour une raison, c'est que là, on parle surtout d'un courant qui s'appelle donc l'écologie intégrale, qui est un courant issu, qui s'inscrit dans l'Église catholique, qui s'inscrit à la suite d'une lettre à tous les évêques, qui s'appelle une encyclique du pape de 2015. Et donc c'est une lettre qui propose de traiter conjointement les enjeux sociaux et environnementaux. Bon, c'est une lettre assez consensuelle en fait dans sa formulation et qui a été appropriée dans certaines parties du monde de manière très différente. Par exemple en Amérique du Sud, il y a une dimension très progressiste dans la manière dont cette connexion entre enjeux sociaux et enjeux environnementaux a été faite, alors qu'en France, on s'inscrit en fait à la suite de la Manif pour tous 2015, un peu les restes. Il y a encore le mouvement de la Manif pour tous qui est toujours assez constitué, qui a permis l'organisation de l'extrême droite sur un certain nombre de questions. Bien sûr. Et en fait, ce mot d'ordre de l'écologie intégrale va être repris par donc cette revue dont tu parlais, la revue Limite, qui est une revue fondée par des anciens de la Manif pour tous notamment, et qui donc va proposer sa conception réactionnaire de l'écologie, qui est fondamentalement homophobe et antiféministe. Hein. Voilà, donc ça c'est un courant plutôt issu du catholicisme, donc un peu différent de celui qu'on a évoqué avant sur le néopaganisme et le lien spirituel entre les supposées communautés blanches européennes et leur sol. Là où ils se rejoignent un peu, c'est que le mot d'ordre de l'enracinement dont tu as parlé, en fait, il est commun aux deux. C'est aussi commun à l'écologie intégrale réactionnaire. Alors là, on est plutôt... Moi, j'ai l'impression que leur discours, ils rejettent peut-être un peu plus l'idée du déracinement par la mondialisation, etc. Enfin, disons que dans les deux tendances, on retrouve ce côté-là. En fait, l'enracinement, c'est pas uniquement l'attachement au sol, c'est aussi le rejet de la mondialisation comme déracinement, etc. Qui est un discours antisémite, en fait, classique, en fait, qu'on retrouve au sein de l'extrême droite de manière très très large. Fiflouche, qui te dit qu'il a du mal à comprendre comment ce genre d'idéologie dont tu es en train de nous parler et sur lesquelles tu sonnes l'alerte, comment ce genre d'idéologie pourrait prendre le dessus face à des idéologies capitalistes bien plus hégémoniques. Je ne pense pas que le risque ce soit qu'il y ait une société organisée de manière écofasciste, donc cette organisation très communautaire, etc. Moi, je pense que le risque, il est plutôt un système un peu hybride. C'est-à-dire qu'on aurait un régime d'extrême droite, type, si on prend, je sais pas, Marine Le Pen, par exemple, qui serait au pouvoir, qui en fait tolérerait l'organisation de ces petites communautés et qu'en fait, il y aurait un peu une complémentarité entre les deux. Donc un régime étatique autoritaire avec des communautés qui pourraient fournir des denrées alimentaires, etc., au reste de la nation. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés qui existent, des communautés néo-rurales ou rurales de militants d'extrême droite qui se lancent dans l'agriculture biologique, qui se lancent dans les circuits courts, etc. Pour l'instant, c'est quelque chose d'assez minoritaire et je ne pense pas que ça deviendra hégémonique, en fait. Passeur de songe te demande comment distinguer les points de vue et motivations technocritiques de gauche versus celle d'extrême droite. Ah, c'est une bonne question. Ah non, mais ici, on n'est pas chez les cons, hein, tu sais. À l'extrême droite, en fait, il y a un rejet global de la modernité sous toutes ses formes, l'extrême droite écologiste, et donc notamment de la technique
comme aliénation des humains par rapport à leur nature, et donc d'éloignement des humains par rapport à leur nature profonde, leur nature sexuelle, leur nature raciale, etc. Ça, c'est, je dirais, globalement le rapport qui existe chez les écofascistes à la question de la technique. Et donc, il faut diminuer cette part de la technique dans la société. C'est un discours qui, à mon avis, est assez abstrait, qui peut des fois se cristalliser sur certains points en particulier. Ça, c'est plutôt ce qui domine à l'extrême droite. À gauche, parmi les écologistes ancrés à gauche, à mon avis, il y a deux approches. Il y a une approche qui considère que la technique, c'est un outil utilisé par les classes dominantes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui contrôle la technique et qui va défendre certains objectifs politiques, qui va défendre ses intérêts par des dispositifs techniques. Donc ça, à mon avis, c'est une position, c'est celle que moi je défendrais, mais qu'on peut désigner comme technocritique. Ensuite, il y a un autre vis-à-vis de la technique, qui considère que c'est un système autonome qui se développe tout seul, sans contrôle par des humains, qui est devenu un peu incontrôlable en fait. C'est-à-dire que maintenant il y a une recherche de l'innovation pour l'innovation, etc., et qu'on va toujours plus loin dans la recherche de solutions techniques à des problèmes qui en fait nécessiteraient surtout peut-être moins de technique. Et cette position-là, en fait, à mon avis, porté par certains groupes. Alors, c'est des groupes type Deep Green Resistance. J'ai vu qu'il y avait une question, par exemple, dans le chat sur ce groupe-là. Je pense que c'est des groupes qui vont avoir une conception de la technique comme éloignement de notre naturalité supposée, notre supposée nature humaine, qui fait un peu le pont, en fait, à mon avis, avec une conception d'extrême droite de la technocritique. Alors l'idée, c'est pas de dire que parce qu'on critique la technique, qu'on verse vers une conception d'extrême droite de l'écologie, mais je pense que c'est quelque chose d'assez complexe. Hein, voilà. Je précise que moi, je suis... Il faudrait faire un autre livre sur ce sujet-là et réussir à clarifier ce débat-là. Je pense que c'est assez tendu comme sujet, mais par exemple, on en a parlé un petit peu, le rejet de la santé moderne ou des choses comme ça. Il peut y avoir des critiques de l'avortement pour des enjeux technocritiques, en fait, et je pense que des gens qui se revendiquent à gauche, qui vont dire que ces dispositifs médicaux-là, en fait, posent problème sur le plan écologique. Moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter, en fait, que c'est des acquis du mouvement féministe et qu'on peut pas, il faut absolument pas revenir dessus. Moi, je pense que la technologie, elle pose pas problème en soi. Je pense que c'est en fait qui la contrôle qui pose problème. Et là, je peux revenir à quelqu'un comme André Gorz. Hein. Il y a un texte où il dit ça, en fait. C'est une fois qu'on a mis les capitalistes hors d'état de nuire, et ben en fait, voilà. Qui contrôle la technologie, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est très important de revenir à une telle conception sociale de l'écologie, de la technique, plutôt que la technique comme quelque chose d'autonome qui se développe tout seul, etc. Au fond, c'est ça ta conclusion, hein, c'est de dire qu'il faut quand même ramener un peu de politique et un peu de social dans toutes ces idées-là, et notamment à propos de la décroissance sur laquelle tu reviens, tu parles de décroissance juste, si j'ai bien compris, une décroissance qui serait sociale. Je crois que c'est le fond de ta pensée, et c'est pour ça que tu nous alertes sur les dangers fascistes autour de l'écologie, en disant il faut ramener ça à gauche. Et parmi les points que tu proposes, c'est d'abandonner l'idée de crise écologique. Oui, alors ça, c'est un peu une provocation, on va dire. Provocation, c'est un peu un slogan comme ça. Et c'est que souvent, on considère que le fascisme est une réponse de la bourgeoisie à la crise du capitalisme. Et donc, c'est ce que certains évoquaient dans le chat, que le fait que le fascisme, c'est le bras armé de la classe bourgeoise en contexte de crise. Je pense que ça, c'est une définition très importante. Et si jamais on veut théoriser l'écofascisme, il faut considérer que l'écofascisme est une réponse de la bourgeoisie à la crise écologique. Donc c'était un peu une provocation. Mais il y a quand même des choses importantes, je pense, c'est que l'idée de crise, elle apparaît comme très limitée dans le temps. Oui. C'est-à-dire qu'on considère que c'est quelque chose qui va revenir à la normale après. Voilà. Moi, je pense que la crise écologique, en fait, concrètement, elle ne correspond pas à cette définition classique de la crise. On est entré dans une situation écologique qui en fait est partie pour durer, quoi qu'on fasse à partir de maintenant. Il y a des effets qui vont être irréversibles en fait. Et je pense que c'est important de comprendre cette permanence de la situation écologique si on veut y apporter des réponses politiques, parce que, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les questions du climat. Il y a deux types de politiques climatiques. Deux types de politiques climatiques. Il y a des politiques d'adaptation au changement climatique et des politiques d'atténuation au changement climatique. Oui. L'atténuation, c'est le fait de limiter nos émissions de CO2.
et donc de contribuer le moins possible au réchauffement, CO2 et gaz à effet de serre de manière plus générale. L'adaptation, c'est le fait de s'adapter au fait que le monde, sous l'effet du changement climatique, change. Par exemple, raréfaction des ressources en eau, peut y avoir acidification des océans, plein d'enjeux à la fois globaux, locaux, etc. Et souvent, on oppose un peu ces deux types de choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas les opposer et qu'en fait, on a une situation écologique qui va être de plus en plus grave et de plus en plus difficile à vivre pour les populations humaines et qu'il faut avoir des politiques pour s'y adapter, tout en ayant aussi une politique de réduction des pressions humaines sur l'environnement. Donc je pense qu'il faut faire les deux ensemble. Et pour ça, il faut avoir une conception de la situation écologique. J'essaye de plus utiliser le mot crise, mais c'est toujours un peu difficile. Comme quelque chose de permanent, en fait, de parti pour durer. L'évident retard des organisations fascistes, ou plus largement d'extrême droite, sur la question écologique est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Empêcher leur écologisation en rendant matériellement inopérantes les idées écofascistes devrait être un objectif commun des écologistes et antifascistes à court et moyen terme. Voilà donc un bouquin qui, après nous avoir expliqué que ça allait très mal, voilà comment on pourrait s'en sortir. Ça veut dire quoi, empêcher leur écologisation en rendant matériellement inopérantes les idées écofascistes? Alors là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, je prétends pas savoir comment on lutte mieux contre l'extrême droite. Moi, je pense qu'il y a des organisations antifascistes qui existent et qui font un travail important pour faire interdire des conférences d'idéologues d'extrême droite, plein de choses comme ça dans l'espace public et qui luttent contre la présence de l'extrême droite dans l'espace public. En fait, moi, ce que je voulais alerter sur ce plan-là, c'est que il pourrait y avoir un discours écologique qui va se diffuser de plus en plus par l'extrême droite dans l'espace public et qu'il faut que ça fasse partie des préoccupations et qu'en fait c'est aussi quelque chose qui doit entrer dans le registre de la lutte antifasciste. C'est là où le bouquin est intéressant. C'est-à-dire que plutôt que de croire que c'est une impasse pour eux et qu'il ne faudrait pas s'en préoccuper, que d'une certaine manière ce serait une chance pour nous dans notre malheur, en fait non, tu nous dis, difficile pourtant d'imaginer que ce déni de réalité se maintienne indéfiniment chez les fachos. Plus la crise en cours sera grave, plus les forces politiques en présence devront s'y adapter dans leur programme également sur le plan idéologique. C'est ça l'enjeu en fait. On revient un peu sur la question de l'hybridation entre différents rapports à l'écologie au sein de l'extrême droite. C'est que je pense qu'il y en a une partie qui va se radicaliser effectivement dans ce rejet de l'écologie, dans la défense du mode de vie occidental, etc. Et puis il y en a une autre qui va, je pense, s'adapter. Mais c'est difficile de prévoir exactement comment. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de théories qui existent. Et donc, on va voir comment les organisations d'extrême droite au sens large, en fait, vont se saisir de ça. On n'a pas parlé trop du Rassemblement national, mais il y a déjà des tentatives au sein du Rassemblement national de s'approprier la question écologique de différentes manières, qui sont assez timides et assez marginales. C'est une question de énigme. Est-ce qu'il y a des marqueurs, des codes spécifiques à l'écofascisme? Est-ce qu'il y a un vocabulaire spécifique? Comment le repérer? Je pense que ce vocabulaire de l'enracinement, il est, à mon avis, assez spécifique et important à repérer. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute personne qui parle d'enracinement défend une conception écofasciste, etc. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que je pense qu'au sein des écologistes ancrés à gauche, il y a beaucoup, c'est une idée d'enracinement aussi qui est promue. Mais on est sur des conceptions assez différentes. Au sein de la gauche écologiste, l'enracinement, c'est globalement, on choisit de s'enraciner dans un territoire, et donc de nouer des liens avec ce territoire, d'en prendre soin sur le plan écologique, etc. À l'extrême droite, là, on est sur une conception de l'enracinement qui est non choisi en fait, qui est lié à notre lieu de naissance. On aurait un lien spirituel avec notre lieu de naissance et du fait qu'on ne peut pas s'extraire de cette condition à moins d'entrer dans une déchéance morale, spirituelle, etc. Moi, je pense que le terme d'enracinement, il est trop connoté politiquement pour qu'on le garde à gauche, mais je sais que d'autres ne sont pas d'accord avec ça. Voilà. En tout cas, ce serait ma position sur ce concept d'enracinement qui, à mon avis, est particulièrement caractéristique de l'écofascisme. Sorcière à 9h42, l'utilisation du terme extrême droite, pour ne pas dire fascisme, participe-t-elle au brouillage? Ça, c'est un premier point. Et un autre point qui est dans une autre colonne, il faut que je te retrouve ça, c'est Ben Oriel à nouveau qui te dit: un homme de gauche
toi, qui ne qualifie pas de fascisme toute l'extrême droite et fait la distinction entre réactionnaires, religieux et fascistes en 2022 ? Point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais... Je ne sais pas non plus. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on en revient à cette question de la définition du fascisme qu'on a évoquée au début, et donc ces trois dimensions, dimension idéologique, la dimension du mouvement et la dimension du régime fasciste. Et je pense qu'un terme qui a été un peu utilisé, qui s'appelle le post-fascisme, là, qu'on a un peu évoqué, qui évoque la galaxie de mouvements, et donc notamment pour l'Italie. Ouais, pour l'Italie, mais en fait, c'est un terme qui peut être utilisé aussi de manière plus générale. Ça désigne une galaxie d'organisations dont les liens sont plus ou moins directs avec le fascisme et qui aussi cherche une normalisation dans le champ politique. En France, on a beaucoup utilisé le terme dédiabolisation pour le RN, par exemple, enfin le FN à l'époque. Je pense que ce terme est assez utile. Et en fait, si on en vient sur les enjeux idéologiques, là, c'est important de distinguer pour essayer de bien comprendre ce qui se passe entre le fascisme et d'autres formes d'extrême droite, dont je ne suis pas spécialiste non plus, mais cette question de la régénération du peuple, à mon avis, c'est important. Par exemple, il y a un enjeu, c'est que les fascistes ne nient pas, généralement, qu'il y a des classes sociales dans la société. Ils ne vont pas dire tout le monde est égaux, etc. Eux, leur argument va plutôt être de dire que les classes sociales, en fait, elles existent, elles sont naturelles, elles sont comme ça, et elles participent à quelque chose qui est supérieur à la question des classes, qui est la nation. Donc en fait, les classes ne seraient pas en conflit les unes avec les autres, donc les patrons et les exploités ne seraient pas en conflit les uns avec les autres, mais participeraient à un effort national qui serait supérieur à ces conflits entre classes. Enfin, du coup, pour eux, il n'y a pas de conflit. À mon avis, ça, c'est un élément idéologique assez important du fascisme. Et il se trouve que, par exemple, pour les écofascistes, comme j'ai un peu évoqué, cette question du conflit entre classes, pour eux, il n'y en aurait pas parce qu'il y a un intérêt supérieur qui n'est plus forcément la nation, mais qui est l'échelle communautaire, locale, organisée. Voilà. Sur la décroissance, te demande ZZPix, quelle est ton opinion sur le travail de Timothée Paric, dont je ne sais rien, donc il faudrait peut-être présenter cette personne, et quelles sont les critiques que tu pourrais en faire ? Timothée Paric, c'est un économiste, mais moi je dirais plutôt historien de la décroissance. C'est quand même plutôt ça, à mon avis, sa contribution majeure. C'est quelqu'un qui a fait un peu l'histoire de ce concept, etc. Jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quand même quelqu'un aussi qui connaît très 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 bien le champ actuel de recherche en économie sur la question de la décroissance. Il a sorti un livre il y a 2 semaines. À mon avis, on est sur une actualisation un petit peu de ce type d'approche de la décroissance, et donc qui met en avant une conception par la justice sociale, etc. Moi, je pense que c'est important, quelqu'un comme ça dans l'espace public, qui diffuse l'idée de décroissance et le fait qu'il faut quelque chose juste, etc. J'ai pas encore lu le livre, mais de ce que je vois de son discours public, c'est que le contenu social de la décroissance reste assez peu développé, au sens où comment elle est mise en œuvre, à mon avis, est assez peu développée. Et c'est là qu'on revient sur les questions de lutte des classes, etc., un peu classiques, que les décroissants ont parfois laissé un petit peu de côté. C'est que cette question, en fait, qui est-ce qui contrôle la production de services, de biens manufacturés, etc., de denrées alimentaires. En fait, à mon avis, c'est le point vital, parce que c'est qui est-ce qui contrôle la production, c'est qui est-ce qui va pouvoir mettre en œuvre cette décroissance. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui manque dans beaucoup de discours sur la décroissance. Alors, je ne parle pas spécifiquement de Timothée Paric, mais je pense que c'est quelque chose d'un peu plus diffus. Après, ça ne veut pas dire que ça va dans la mauvaise direction, etc. Je pense juste que c'est un besoin de précision. Il faut aller un peu plus loin sur ce que moi j'appelle le contenu social de la décroissance. Après, c'est quelque chose qui commence à être débattu au sein aussi chez les marxistes qui ont longtemps été opposés à la décroissance pour les raisons que j'ai évoquées. En fait, il n'y a plus du tout cette question du contrôle de la production. Mais c'est en train de se poser un petit peu différemment parce que maintenant, l'impératif écologique de décroissance, donc réduire les pressions humaines sur l'environnement, en fait, deviennent de plus en plus importantes. Donc, voilà. Donc c'est un mot d'ordre qui commence à exister, mais c'est encore un peu timide chez les marxistes. Quand même. Une ultime question, qui est une question dégueulasse, d'Ocom Marie. De quoi traiterait un tome 2 ? Quelles erreurs corriger, nouvelles idées ? Quelles évolutions récentes tu voudrais traiter ? Non, je dis c'est dégueulasse. Non, c'est une très belle. Je trouve que c'est une question parce qu'elle elle est posée de manière
sympathique. Mais c'est super dur quand tu sors un bouquin ou un film, qu'on te dit ouais, mais le Oui. prochain c'est quoi? Et néanmoins, comme je me permets de poser, de répercuter cette question parce que plusieurs fois tu as dit ah ben ça j'en ai pas parlé dans le bouquin ou c'est arrivé après, etc. Et déjà dans le livre, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une forme de modestie, c'est-à-dire que tu arrives avec des concepts très solides et la page d'après tu me dis bon. Attention, tout ça est en germe, tout ça est en gestation. Ne prenez pas forcément pour argent comptant ce que je suis en train de dire. Donc cette démarche que je trouve très honnête de ta part, cette question permet de la souligner. Néanmoins, de quoi traiterait un tome 2? Bon, comme vous l'avez compris, donc il y a deux concepts vraiment importants dans le livre qui sont celui d'écologisation du fascisme et celui de fascisation de l'écologie. Moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes prises sur les deux. L'écologisation du fascisme, c'est quelque chose qui est interne au mouvement fasciste. Donc, à part si vous êtes à l'extrême droite, vous pouvez influer sur ça, mais j'espère que personne ici n'y est. Mais par contre, je pense qu'on peut agir sur ce qu'on appelle la fascisation de l'écologie, via ce que moi j'appelle, ce à quoi j'appelle à la fin, qui est une clarification du discours écologique, quelque chose qui est fait collectivement. En fait, moi, je fais passer des réflexions qui existent en fait. Que j'ai eu avec des camarades, etc. Souvent, c'est de là que partent les réflexions, et notamment cette question de clarification que j'amène en conclusion. En fait, moi, je prolongerai un peu ce travail, et donc je travaillerai plutôt sur les formes que moi j'appelle de fascisation de l'écologie. Et notamment, quelque chose que, par exemple, je traiterai bien, c'est cette question de la technocritique, qui n'apparaît pas directement dans le livre, en fait. Ouais. Pareil, dans la première partie sur les fascisations de l'écologie, il y a une sous-partie, donc tu as évoqué le titre « Force et faiblesse de la modernité ». À mon avis, c'est ça que je creuserai un petit peu. C'est le rapport à la modernité, je mets des gros guillemets parce que c'est un concept tellement complexe, tellement de conceptions différentes. Donc c'est plutôt sur ça que je continuerai. Donc la modernité, la civilisation, etc. Et donc plutôt les discours qui rejettent la civilisation de manière globale. Tout ça, voilà. Donc c'est un peu sur ça que je travaillerai. Tu as eu des retours des fachos ou pas? Alors, de la nouvelle droite, non. Par contre, de la revue Limite et donc des catholiques intégristes, oui. Ouais. J'ai eu un retour qui m'a fait étonnamment plaisir. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que la personne a dit que c'était un mauvais livre, mais très bien documenté. Donc, ça veut dire que j'ai fait le boulot. Bah, c'est une médaille. Voilà. Ah, bravo. Mais, bravo. Voilà. donc voilà. Il vaut mieux ça que l'inverse. C'est un bon livre, mais mal documenté. Oui. Là, pour le coup, je peux préciser un truc. J'ai vu passer dans le chat, moi, les choses, on n'en a pas parlé. Ah. Et je veux bien. Et des références, notamment. On a parlé un moment d'anthroposophie et j'ai renvoyé. Il y a beaucoup de références qui ont été proposées. Je suis tout à fait d'accord avec celles qui ont été proposées. Un journaliste s'appelle Jean-Baptiste Mallet, par exemple, qui a fait des articles dans Le Monde diplomatique ou des choses comme ça. Il y a le podcast Méta de choc avec Grégoire Perrin. Je crois que c'est cet épisode-là qui est passé, qui est super intéressant aussi, que je conseille. Puis j'ai vu quelqu'un qui a parlé de Pierre Madelin aussi. Pierre Madelin, c'est quelqu'un qui... Mais attends, mais t'es une machine, toi, comment tu fais? Bah, j'ai ouvert, tu m'as envoyé un lien pour ouvrir le chat à côté, je l'ai ouvert. Là. Ouais, mais ça se voyait pas du tout que tu avais un œil sur le chat tout en répondant. Je n'ai pas trop regardé non plus. Et donc Pierre Madelin, c'est un essayiste, un traducteur de livres sur l'écologie politique, un essayiste qui a écrit plusieurs livres écolos très intéressants que moi j'aime beaucoup. Il vient de terminer un livre sur l'écofascisme qui va sortir début janvier, qui je pense va aller beaucoup plus loin que moi et qui sera beaucoup plus... Oh, le mec, il casse les ventes à la fin. Non, mais franchement, il a n'achetez pas mon livre, il y en a un autre mieux là qui arrive de quelqu'un d'autre. Je pense que l'approche est différente. Lui, il est un peu plus précis conceptuellement, je pense. Voilà. Mais on verra, en fait. J'ai jamais pu le rencontrer encore, donc ça m'intéresserait. Voilà. Et je vois le podcast Présage là, qui vient d'être envoyé, pareil, qui est très intéressant. Sauf que je suis passé dedans il n'y a pas longtemps, je suis très content aussi. Très bon podcast. Très très bon podcast, Présage. Et là, il faut qu'on arrête parce que sinon les questions vont repartir. J'en vois une dont j'ai envie de parler. Alors vas-y. Peut-il évoquer Bookchin? Bon, c'est Passeur de Change qui propose ça. Antoine, Antoine. Les choses sont très simples. Je coupe ma caméra, je vais me faire un café et tu restes avec le chat. Très bien. Ah, ça te va? On fait ça ici. À tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, Passeur de songe, tu disais, peut-il rapidement évoquer Bookchin? Oui, Bookchin, moi, c'est un auteur important pour moi. J'ai cité André Gorz. Pour moi, Bookchin, c'est l'autre grosse référence de mon travail. Et voilà, donc il se trouve que je termine le livre là-dessus, en fait, parce que lui, il défend une conception sociale de l'écologie, donc il appelle ça même l'écologie sociale. L'écologie sociale, c'est l'idée de dire que la domination de la nature
est un prolongement des dominations entre humains. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de domination entre humains, donc ce soit une domination capitaliste, raciale, sexuelle, et en fait, il n'y aura pas de groupes sociaux qui seront en mesure d'exploiter la nature de manière outrancière et trop importante. Voilà, donc je pense que c'est une approche qui, moi, me parle beaucoup. Voilà ce que je peux dire sur Bookchin, qui à mon avis complète bien celle d'André Gorz. C'est un peu l'américain et le français. À mon avis, ils ont des théories qui convergent pas mal. Voilà. Après, une petite question sur Aurélien Barraud. J'imagine que pareil, c'est l'avis que j'ai dessus. Ben, moi, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, je peux pas dire que je l'ai lu beaucoup. J'ai lu ses livres, mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça. C'est quelqu'un qui a un discours, qui arrive avec beaucoup de certitude, mais en même temps beaucoup de naïveté politique, à mon avis. C'est quelqu'un qui a été propulsé un petit peu médiatiquement aussi, et donc je pense que ça joue beaucoup. Alors, j'ai pas lu le dernier livre là, une petite brochure, je pense que je l'ai pas loin, mais voilà, oui, il s'appelle Une révolution philosophique, poétique, politique, je sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà. Oui. Est-ce que je risque de croiser Aurélien Barraud à Grenoble? C'est possible, c'est possible. Ah oui, parce que j'ai pas parlé à Grenoble. C'est un festival. S'il y a des Grenoblois, des Grenobloises, c'est un festival d'écologie politique qui s'appelle Érosion. Il y a pas mal de conférences qui sont faites. Ça a duré 2 week-ends. Et voilà, je vois que David a fait son café. Ça a duré 2 week-ends. Et puis là, c'est le week-end prochain. Moi, je suis invité. Et voilà. Pendant que les gens te remercient et te saluent, Daduron te dit attention, les étagères Ikea Billy ont aussi des problèmes d'effondrement. Surtout quand elles sont trop chargées. Et c'est ça. Fais gaffe à la croissance, tous ces bouquins là que tu entasses. En tout cas, merci à toi, à très bientôt. Merci, David. Le Merci livre, comme toujours chez Grévis, c'est pas cher, c'est 10 €. Bonne chance et puis tiens-nous au courant, quoi. Hein, ouais, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos retours, pour vos questions, etc. Et d'être restés, parce que je sais que c'est pas un sujet. C'est toujours compliqué d'être clair, d'être précis, etc. Et on est toujours un peu sur la ligne de crête. Et voilà, l'idée c'est pas de faire des procès d'intention, etc. non plus. Donc voilà, si ça vous a plu, merci beaucoup pour vos retours. Voilà.